Oui, bonjour. Alors, je pense qu'on a eu le signal que l'événement démarre. On a quelques minutes de retard. On est bien désolé de ça. On espère que vous êtes toujours au rendez-vous. Il faut quand même vous dire qu'il y a une certaine complexité technique qui vient avec la formule de l'événement. Donc, on expérimente un peu, mais on est entre bonnes mains puisqu'on a donc la chance d'avoir Jason avec nous, qui est un technicien qui s'occupe de l'événement. Donc, je vais revenir aux remerciements un peu plus tard, mais donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ben, d'abord, merci à tout le monde qui est là pour célébrer cet événement spécial qui est l'Assemblée générale annuelle du RECEF. L'événement d'aujourd'hui, c'est l'événement qu'on a pensé en ouverture de notre Assemblée générale annuelle. Euh, et on l'a pensé comme une occasion de, tout d'abord, le point de départ de notre réflexion, c'est qu'on voulait trouver une façon de mettre en valeur les travaux des membres du RECEF. Donc, au point de départ, on a voulu réfléchir autour de ce qui était dans l'air du temps, ce qui était donc dans l'actualité. Et le thème de la violence s'est imposé comme étant justement l'un des fils conducteurs qui ont défini l'actualité des derniers mois. Et pour s'en convaincre, on n'a qu'à penser à la violence de la pandémie qui nous est tombée dessus il y a maintenant un an, qui a changé nos vies. On peut penser aussi aux violences structurelles, au pluriel, que le féminisme, que nous, comme féministes, débusquons et déconstruisons à chaque jour dans nos réflexions et dans nos travaux. On peut penser aussi à la violence de manifestations comme l'antiféminisme qui donc est de plus en plus décomplexé. On peut penser aussi à d'autres formes, par exemple la rareté des ressources au service des femmes qui vivent la violence, des ressources qui, avec la pandémie, ne suffisent plus à la tâche. Donc, c'est une série d'exemples. Et puis, en fait, rassurez-vous, je n'ai pas préparé une présentation de 12 minutes. Hein. En fait, c'était une sorte de façon de mettre le thème de la violence en contexte. De montrer en quoi il y a un intérêt ou il y a une convergence de réflexion autour du thème de la violence. Et donc, on a voulu également, non seulement on s'est aligné sur le thème de la violence, mais on a voulu explorer un format. Donc, on avait cette idée de salon. On voulait faire un salon, c'est-à-dire donc un échange entre participantes qui serait un peu moins cloisonné qu'un événement universitaire habituel. Donc, on a essayé de faire quelque chose, mais on a eu un ensemble de contraintes. Par exemple, le fait de devoir composer avec plusieurs plateformes. Il y a, comme vous le voyez sur votre écran, trois participantes qui sont à la chaufferie de l'UQAM, donc elles sont présentes. Il y a l'équipe du RECEF qui est avec elles. Moi, comme animatrice, je suis à la maison. Et nous avons une quatrième panéliste, donc RC, qui est à la maison. Et il fallait penser aux interactions. Alors, il y a un petit niveau de complexité sur lequel je vais élaborer un peu plus loin, mais je voulais donc simplement vous dire qu'on est parti de cette idée de format salon mais on y a pensé, donc, au moment où on avait espoir de pouvoir faire un événement qui serait complètement présentiel. Bon, après ça, on a dû s'ajuster. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que oui, on est toujours dans l'idée de salon, mais on a dû s'ajuster aux limites qui sont inhérentes à la technologie qu'on doit utiliser, à la rigidité des plateformes et donc à ce qu'elles peuvent permettre et ce qu'elles ne peuvent pas permettre. Alors, c'est vrai que ça va complexifier un peu les modalités de nos échanges aujourd'hui, mais en même temps, on se dit que, bon, on est dans un nouveau paradigme pour ce qui est des communications et puis qu'en fait, on vit une expérience et je pense qu'il faut le voir comme ça. Puis, bon, ce qui est formidable, c'est qu'à date, ça fonctionne. Alors, on va se croiser les doigts, on va espérer que ça va fonctionner jusqu'au bout. Je vais donner quelques consignes pour ce qui est du format de l'événement et des modalités donc, pour les échanges un peu plus loin, mais je voudrais tout de suite remercier toutes les personnes qui ont contribué depuis des mois et des mois donc, à ce que cet événement donc, soit possible.
Alors, premièrement, remerciements aux idéatrices donc, qui ont contribué à dessiner les grandes lignes de l'événement. Francine Descaries, co-directrice par intérim du RECEF, qui a été donc une grande inspiration, qui a largement contribué à la réflexion qui nous a amené à définir donc le thème d'aujourd'hui. Véronica Gomez, la coordonnatrice scientifique du RECEF, qui est également donc qui a été partie prenante des échanges, de la conversation que nous avons eue pour réfléchir donc au format de l'événement. Les autres membres de l'équipe du RECEF qui ont aussi contribué beaucoup à organiser l'événement, à inscrire les personnes, réfléchir aux enjeux technologiques, voir comment on pouvait trouver des solutions. Donc, je nomme Anne-Julie Baudin, qui est responsable des communications au RECEF, qui était très, très impliquée pour ce qui est de l'organisation d'événements aujourd'hui. Camsar de Rosier-Laforêt, qui vous a envoyé plusieurs courriels, donc au niveau des inscriptions et tout, agente à la logistique au RECEF. Laurie Gagnon-Bouchard, qui a également été présente à toutes les étapes de mise en forme de l'événement, qui est notre agente à l'information et au projet au RECEF. Et une mention très spéciale à Jason Pomerensky, qui est directeur technique à l'UQAM, et qui a rendu possible cette rencontre, donc qu'on a rencontrée, avec qui on a parlé, qui a donc consacré de longues heures à créer la possibilité de cet échange technologique. Je voudrais aussi remercier donc les membres du RECEF qui sont avec nous aujourd'hui, qui ont accepté notre invitation, qui l'ont accepté bien généreusement. Manon Bergeron, Ercy Cantogouris, Josiane Maheu et Elena Wadispoul. Donc, merci tout le monde. On est vraiment très contente d'être là avec vous. Alors, je vais expliquer donc comment l'événement va se dérouler. Alors, chaque panéliste va avoir 12 minutes pour faire une courte présentation à la fois sur son travail et sur donc, sa position par rapport aux questions sur lesquelles elle travaille. Cette première portion du panel sera suivie d'un échange entre les panélistes qui pourront se poser des questions ou bien commenter leurs présentations respectives. Dans un troisième temps, nous allons ouvrir l'échange aux personnes qui sont avec nous sur la plateforme Zoom. Là, il faut que vous m'écoutiez, par exemple, parce que si vous voulez poser une question ou faire un commentaire, voici comment procéder. Donc, étant donné que là, on est dans un format Zoom qui est spécial, on doit procéder de cette façon-là. Alors, vous devrez inscrire votre question ou votre commentaire dans le question-réponse qui est donc au bas ou en haut de votre plateforme Zoom. Et donc, si vous avez une question qui s'adresse à une présentation ou une présentatrice en particulier, c'est important d'essayer de l'identifier. Donc, les questions qu'on va recevoir dans le question-réponse seront lues à haute voix et on va les prendre 3 à la fois, l'une à la suite de l'autre. Et donc, c'est comme ça qu'on va procéder par bloc de 3 questions ou commentaires qui seront lus. Alors, bon, on est désolé de ne pas pouvoir vous mettre à la caméra et vous donner la parole en live. On aurait bien voulu, mais comme je le disais, il y a des limites ou à ce que les plateformes technologiques peuvent faire en ce moment compte tenu du format de Zoom que nous utilisons pour l'événement aujourd'hui. Donc, maintenant, assez parlé. Alors, on va passer aux présentations et je vais introduire chacune des panélistes lorsque ce sera son tour de faire sa présentation. On va aller avec l'ordre alphabétique, ce qui fait qu'on va débuter avec Manon Bergeron. Quelques mots. Donc, Manon Bergeron, professeure au département de sexologie à l'UQAM, titulaire de la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur. Les intérêts de recherche de Manon concernent surtout les violences sexuelles, particulièrement le développement et l'évaluation des programmes de prévention et la formation des intervenants-intervenantes. On doit à Manon 2 enquêtes qui ont été réalisées au Québec et qui ont permis d'établir un portrait des violences sexuelles en milieu collégial et universitaire, enquête sexualité, sécurité, interaction en milieu universitaire, SMU,
Et donc, ces enquêtes ont contribué à l'adoption de la loi 151 visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Manon a reçu donc le prix scientifique de l'année en 2018, décerné par Radio-Canada pour l'immense impact social de son projet SIMU. Donc, Manon, à toi la parole. Merci. Merci Chantal, merci de l'invitation. Lorsque je suis arrivée pour mettre mes idées ensemble, je suis retournée dans les différents courriels qu'on avait reçus. Et tout d'abord, on nous avait demandé de parler du point d'observation à partir duquel j'aborde en fait la problématique des violences. Puis après, donc, Chantal m'a proposé également de parler en fait plus des suites de SIMU. Et lorsque j'ai vu l'invitation de l'événement, bon, il était marqué « Discussion au sujet de la recherche sur la violence, les enjeux et les modalités ». Alors, c'est peut-être un peu tout ça, de façon un peu en vrac, mais j'ai placé les idées autour de ces différents éléments-là. Donc, c'était pas simple, finalement, mais c'est toujours agréable parce que ça nous oblige, en fait, à s'asseoir, à s'arrêter, en fait, et faire le point sur les différents, le parcours professionnel, en fait. Et je me suis posé la question, comme intervenante, puisque j'ai été intervenante dans les CALAX pendant plus de 13 ans, et maintenant comme professeur-chercheur, quelle était la trame de mon travail depuis 1994? Bon, la réponse la plus simple, c'est violence sexuelle. Mais au-delà de tout ça, en fait, j'ai dégagé peut-être deux caractéristiques qui sont présentes, en fait, depuis 1994, qui vont m'emmener au travail que je fais actuellement. Donc, le regard que je porte sur la problématique des violences sexuelles est vraiment, depuis le début, un regard qui est global. J'observe, je développe des interventions ou j'évalue des programmes, toujours en prenant en considération les différents facteurs, en fait, les différentes conditions qui perpétuent la violence sexuelle. Et même si mon action ou la recherche que je fais elle est très spécifique sur un des aspects, dans mon esprit, c'est clair que c'est un morceau du puzzle qu'on met tranquillement en place ou qu'on remet en place quand d'autres le défont. Une autre trame de fond également, c'est, je me rends compte que le point commun avec la majorité des projets que j'ai faits, c'est la déconstruction, en fait, des fausses croyances. C'est quand même un élément de base lorsqu'on y pense, mais j'ai l'impression que toutes les fois, tous les projets que j'ai menés ont mené à déconstruire les fausses croyances qui circulent à propos de la violence sexuelle envers les femmes, les anciennes croyances, les nouvelles, les anciennes qui se renouvellent aussi, qui nous reviennent, des choses évidentes pour nous, surtout membres du RECEF, qu'on répète depuis longtemps. Mais en fait, comme chercheur, je pense que c'est encore d'actualité, que c'est absolument nécessaire de les documenter, de les exposer pour mieux les déconstruire. En fait, en 1994, quand j'étais dans les classes, dans les milieux scolaires, j'avais des ados qui me lançaient des propos que je peux retrouver aujourd'hui chez certains collègues ou dans des chroniques, par exemple, en 2019. Alors, les croyances sont tenaces, donc il y a cette trame de fond-là, en fait, qui m'amène à faire le travail que je fais maintenant. Au niveau, donc, des retombées, on m'a demandé des retombées de SIMU, en fait. Bon, SIMU, juste quelques mots rapidement, c'est une enquête qu'on a menée. Donc, c'est une équipe, en fait, de 12 chercheurs avec le regroupement québécois des CALAX et également le service aux collectivités. C'est le RECEF, en fait, qui a porté, qui a été le premier partenaire aussi au niveau financier, au niveau des ressources qui ont été mises à notre disposition pour ce projet-là. Donc, c'était la première enquête au Québec qui était sur les violences sexuelles en milieu universitaire. Donc, plus de 9000 personnes qui ont répondu au questionnaire en ligne en 2016 et qui a mené quand même à un rapport important, en fait, où on démontrait non pas juste seulement l'ampleur du phénomène, mais également plein d'enjeux qui étaient reliés notamment au dévoilement, aux conséquences, aux croyances. Également, bien sûr, les croyances faisaient partie du questionnaire.
D'abord, quel est l'impact? Je dirais au niveau de l'impact social, qui est quand même très important. Je dirais l'impact le plus observable, c'est à mon avis que SIMU a permis d'une certaine façon une rupture du discours qui était dominant dans les institutions. Les résultats ont permis de contrecarrer des propos que ça faisait longtemps qu'on entendait par les directions ou par d'autres instances dans les universités ou les cégeps, puis étaient crédibles. Donc, les personnes prenaient la parole en public et leurs propos étaient crédibles, en fait. Des propos qui minimisaient en affirmant que c'était des cas isolés, c'était des gestes isolés. Des directions qui niaient en affirmant que tout va bien dans mon université parce qu'il y a peu de plaintes. Donc, je pense qu'au terme des SIMU, avec l'ampleur aussi de la visibilité que les résultats ont eue, ça a permis vraiment de faire en sorte qu'en 2017, très rapidement, on n'a plus eu ce type de discours-là. Du moins, je n'ai pas été exposée à ce type de discours-là depuis 2017. Donc, évidemment, ce n'est pas juste SIMU, là. Mais je pense qu'il y a eu cet impact-là, puisque les chiffres, les faits, les récits qu'on avait eus venaient contrecarrer des faits erronés qui étaient véhiculés depuis longtemps. Donc, une petite anecdote, en fait, il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas si vous en avez entendu, il y a eu le résultat de l'étude sur le harcèlement et les violences sexuelles dans la profession, en fait, avec le barreau du Québec. Isabelle Auclair, membre du RECEF, faisait partie de l'équipe de recherche. Et à la radio, donc, j'entendais un animateur de radio avoir des réactions d'indignation, en fait, face aux résultats. Donc, qui était étonné de voir des résultats aussi alarmants, si on veut dire, par rapport au harcèlement sexuel qui sont vécus par les avocats et surtout les avocates, bien sûr. Et j'étais bien contente de savoir ça, puisque d'entendre ça, une petite victoire, en fait, parce qu'en 2016-2017, lorsqu'on a sorti les résultats, on n'avait pas eu immédiatement ces mêmes réactions-là. Et l'étude du barreau repose exactement sur le même questionnaire que SIMU. Alors, oui. Alors, c'est là, on voit qu'il y a un impact. Tu dis, bien, c'est pas juste SIMU, mais il y a quelque chose là qui est intéressant. Donc, Chantal mentionnait au niveau des impacts politiques aussi, l'adoption de la loi. Il y a eu, donc, il y a découlé plusieurs mesures aussi. Évidemment, il y a eu la création de la chaire qui découle, qui est dans la chaîne, en fait, des retombées, la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur, dont la mission est vraiment de contribuer à la prévention de cette violence-là grâce à l'observation du phénomène et de ses enjeux, à l'évaluation des politiques, des programmes et surtout à la mobilisation, en fait. Donc, partant de convictions personnelles, en fait, tous les projets de la chaire rallient les milieux de la recherche et les milieux communautaires ou les milieux de pratique. Alors, la démarche partenariale et le processus de co-construction constituent vraiment les deux piliers centrales de la chaire. Et ce que la chaire a permis, en fait, c'est vraiment une infrastructure actuellement qui nous permet de réunir et de proposer des projets vraiment avec un grand nombre de personnes. Donc, les projets vraiment sont très nombreux actuellement, donc, et ça continue, on travaille fort. Un aspect peut-être plus fondamental qui a permis cet enchaînement que je viens de vous parler, c'est les leviers de changement. Pourquoi SIMU a eu aussi ces impacts-là? D'abord, évidemment, il y a eu la mobilisation étudiante et féministe avant, pendant et après SIMU. Avant, il y a le rôle crucial des groupes, évidemment, qui ont dénoncé, qui ont exigé des changements à l'UQAM comme ailleurs. Donc, et après, bien sûr, ces mêmes groupes se sont appropriés, se sont saisis des résultats pour aussi les réutiliser et faire porter plus loin les résultats. Donc, je pense notamment aux associations étudiantes, mais pas seulement. Bon, il y a eu l'actualité, bien sûr, autant internationale canadienne que québécoise. Il y a eu à ce moment-là aussi, je dirais, le courage
de l'équipe de chercheurs d'aller aussi publiquement porter ces résultats-là, d'aller dans les médias et de le faire très rapidement. On a été très rapide pour mettre sur la place publique les résultats. Donc, et moi-même qui n'aime pas être dans les médias, on a toutes sorti de notre zone de confort. En tout cas, certaines personnes ont sorti de leur zone de confort. Et ça, je pense que c'est aussi un élément clé à retenir dans cette aventure-là, même si ce n'est pas toujours confortable, même si ce n'est pas toujours agréable. Il reste qu'on rejoint la population et autres personnes par cette façon-là. Donc, bon, il y a eu de la couverture aussi, quand même. On pense à des journalistes comme Jessica Nadeau qui avait fait vraiment des dossiers vraiment approfondis, qui ont permis encore de reprendre les résultats et d'aller plus loin avec ça. L'expertise de l'équipe, et évidemment, à ce moment-là, il y avait aussi un leadership de la ministre de l'Enseignement supérieur qui était Mme David à ce moment-là. Donc, tout ça a porté, en fait, a multiplié l'effet, je dirais, de SIMU. Les enjeux, maintenant, si je vais terminer avec ça, donc les enjeux, actuellement, pour moi, après tout ça, les enjeux sont surtout sur le terrain et moins en recherche actuellement. Je pense que la recherche, rien n'est gagné, il faudrait demeurer vigilante, mais la chaire se joint aussi et s'associe à d'autres groupes de chercheurs, le RICEF, l'IREF, la chaire Clairbonne-Enfants, etc. Donc, et aussi aux organismes communautaires. Donc, on a cette infrastructure-là. Je pense qu'on est assez solide pour poursuivre. Par contre, il faut demeurer, je pense, vigilante. Avoir une vigilance pour que les efforts qui ont été déployés par le passé soient maintenus, en fait, autant financiers et législatifs. Par exemple, je suis inquiète actuellement que, que le discours que j'entends à certains moments trop souvent soit le nombre de plaintes comme un indicateur de réussite, comme un indicateur du besoin, qu'on a besoin de maintenir toutes les ressources en place. Alors, de dire, bien, avec le nombre de plaintes, est-ce que ça justifie l'ensemble des ressources qui sont investies? Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète personnellement, qui est plus sur le terrain, mais auquel il faut être vigilante. Beaucoup de questions à poser, beaucoup d'aspects à évaluer aussi dans l'application des politiques. Questionner, critiquer la composition des comités. Donc, il y a quelque chose, l'adéquation entre le processus qui est prévu versus qu'est-ce qui est réel. Donc, pour moi, c'est des enjeux là, qu'il faut regarder. Et j'aurai la même approche, c'est-à-dire observer, évaluer de la même façon, avec le même regard global. Donc, pour terminer, en fait, vraiment, donc je vous dirais que dans les projets qui sont en émergence ou qui sont bien établis à la chaire, on est rendu à... En fait, il y a des questionnements ou des réflexions sur le continuum des violences. Bien sûr, on le voit comme ça. Hein, le continuum, il faut continuer à le présenter comme ça, mais ça reste que ça soulève des questions et on n'a pas toutes les réponses. C'est quels sont les contours, quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on appelle la violence sexuelle et à quel point le concept comme tel, il est extensible. Quels sont les enjeux de cette extensibilité, du fait qu'on le rend plus extensible? C'est quoi les limites? Tout ça, moi, c'est des questions auxquelles je réfléchis actuellement. Et tout le processus de normalisation. Donc, dans SIMU, on a vu qu'une des principales raisons pour lesquelles le fait que les personnes victimes ne dénoncent pas, c'est qu'elles considèrent que les gestes ne sont pas assez graves. Et sans vouloir invalider leur perception, leur opinion, leur rapport avec ce qu'elles ont vécu, il reste que quand même, il y a pour moi quelque chose là à démystifier et je pense qu'on est encore dans les croyances. Quand que je me retrouve là, je pense que c'est encore certaines croyances, mais sans vouloir invalider, comment on peut travailler à contrer en fait ce processus de normalisation. Voilà, alors je pense que j'ai terminé mon 12 minutes, on me fait signe. Je pourrais continuer par la suite. Alors, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Manon, pour ta présentation très inspirante. Alors, on va passer maintenant à notre troisième participante aujourd'hui, Josiane Maheu. Donc, Josiane est coordonnatrice de projet pour l'organisme
féministe de liaison de transfert de connaissances Relais Femmes. Elle est dans cette position depuis 5 ans. Elle est co-chercheuse communautaire dans le projet universitaire Trajet Vie, qui est un projet de recherche-action sur les trajectoires de vie, de recherche d'aide et de recours de services pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Josiane fait de la formation et de l'accompagnement en analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle. Et finalement, elle collabore avec de nombreux partenaires universitaires, syndicaux, communautaires et institutionnels qui ont à cœur la lutte aux discriminations systémiques issues du croisement de différentes oppressions. Alors, Josiane, à toi la parole. Merci beaucoup Chantal. Donc, oui, en 12 minutes, l'apport de Relais, d'abord juste à titre pour vous rappeler, Relais n'est pas un groupe qui a une spécificité violence comme telle, mais qui est arrivé dans le dossier des violences faites aux femmes dans les années 90 suite à Polytechnique, suite à la création de centres de recherche universitaires dans lequel plusieurs de nos membres, groupes en violence, nous avaient fait la demande de venir travailler sur ce qu'est l'ADN de Relais, finalement la liaison. Donc, faire le lien entre groupes de femmes, groupes du milieu communautaire, les milieux universitaires. Donc, c'est vraiment, je dirais, le rôle, l'apport principal depuis quelques décennies maintenant, cette spécificité-là, d'être capable de mettre en lien selon les besoins du terrain et selon les recherches, les données qui sont à créer, à générer, à produire finalement, et l'intersection, le lien qu'il peut y avoir entre les différents milieux universitaires. Donc, ceci étant dit, en termes donc de perspective, la commande, un peu comme le disait Manon, était ambitieuse, vaste et généreuse. J'ai décidé d'axer en fait sur la question des différentes diversités des perspectives, en fait les perspectives ou les défis que Relais voit dans les prochaines années par rapport au milieu de la recherche en violence. Donc, un premier constat principal, je pense que vous ne serez pas étonnés, c'est rien d'original, mais il existe encore, il subsiste encore d'importantes inégalités socio-historiques qui sont perpétrées dans différentes dimensions des recherches et des infrastructures en recherche partenariale, en violence faite aux femmes, mais dans l'ensemble des infrastructures de recherche, au niveau organisationnel, représentationnel, intersubjectif, expérientiel, et la posture ou la réflexion que Relais souhaite apporter dans les prochaines années en termes de liaison, c'est un peu, d'abord, nous-mêmes, nous transformer comme organisation et voir comment on peut contribuer à être un acteur aux inégalités systémiques qui perdurent dans ces différents lieux de recherche-là. Donc, autant au niveau d'un comité de direction, au niveau des comités de coordination, au niveau des choix des sujets de recherche, au niveau de qui est autour de la table et qui ne l'est pas. Donc, c'est un peu ce genre de réflexion-là qu'on souhaite amener. Comment ça se manifeste de différentes façons? D'abord, bon, des premiers constats ou des pistes de réflexion qui sont entamées, qui sont existantes, toute la question de la composition qui est encore relativement homogène des équipes de recherche. Donc, il y a encore trop peu de femmes que l'on minorise, qui sont minorisées, qui font partie des groupes, des équipes de recherche en violence faite aux femmes. Il y a encore une majorité de femmes de la majorité qui présentent leur point de vue situé sur les femmes minorisées. Il y a souvent, on va mettre de l'avant la question de la complémentarité des savoirs pour contrer des angles morts. Oui, c'est bien, c'est important, mais de quelle façon la question des rapports de pouvoir est présente ou est considérée pour déconstruire, un peu comme le disait Manon, je pense à Relais Femmes aussi, la déconstruction des stéréotypes, des résistances au changement, des préjugés. C'est une trame de fond, on pourra peut-être en parler plus tard, mais ça revient constamment dans l'ensemble des liaisons, des concertations qu'on fait depuis plusieurs années dans les milieux de recherche partenariale. Un autre élément, c'est tout au niveau des comités de direction, de coordination aussi. Il faut se demander, on doit se demander qui est en autorité, qui décide, parce que ça a une influence directe sur les orientations, sur l'allocation des ressources en recherche. Généralement, ce que mon expérience m'a permis de constater, c'est qu'il y a encore très peu d'experts de vécu, des experts qui vivent les situations sur lesquelles on travaille, qui ont leur place, leur expertise, leur savoir, mais qui sont encore très peu présentes ou en fait, il faut se questionner sur quel pouvoir réel elles ont d'influencer le choix des thématiques, des orientations par rapport aux recherches. Autre élément, autre piste, c'est toute la question du recrutement des membres des équipes de recherche. Donc, c'est quoi les critères de recrutement?
Comment on établit ces critères-là? Est-ce qu'ils sont liés aux intérêts, aux affinités personnelles? Est-ce qu'ils sont liés aux connaissances informelles qu'on a? Donc, comment faire en sorte que ça ne devienne pas, de façon involontaire, des critères qui vont exclure certaines jeunes étudiantes racisées, certaines jeunes étudiantes à la croisée de différentes oppressions qui auraient toute leur place, qui ont toute leur expertise, mais qui malheureusement, par habitude, d'aller choisir des étudiantes dans nos réseaux formels habituels seraient mises de côté. Donc, c'est le genre de réflexion, de constat qu'on a entamé, mais qu'on souhaite poursuivre. Et je pense comme organisme féministe de liaison, on a un rôle important à jouer pour aller creuser, aller plus loin, aller sortir des réseaux formels un peu, puis donner créer ces ouvertures-là qui existent de plus en plus, mais n'existent pas encore. On n'est pas, je pense, à la fin de la déconstruction des rapports de pouvoir dans le milieu de la recherche comme dans l'ensemble de la société d'ailleurs. Ce n'est pas spécifique. Donc, c'est d'autres pistes sur lesquelles on souhaite travailler dans les prochaines années. Autre élément, la question du recrutement des partenaires. Donc, comment aussi, on se pose la question sur comment sortir des partenaires habituels avec lesquels on a l'habitude de travailler. C'est très bien, on se connaît bien, on s'aime, mais comment faire en sorte d'aller chercher des partenaires qui ne sont peut-être pas organisés, qui n'ont peut-être pas les mêmes moyens, qui ne sont peut-être pas encore financés, mais justement, comment faire en sorte que ces obstacles systémiques-là qui perdurent soient déconstruits pour aller au-delà des réseaux habituels. Donc, c'est une préoccupation qu'on a de plus en plus à Relais. Et je pense dans notre rôle de liaison, de voir un peu où sont les possibles et comment on peut aller chercher finalement, comment on peut aider à contribuer à faire de la place aux femmes, aux groupes marginalisés qui n'ont pas encore toute la place qui leur revient et pour faire en sorte que leur savoir, leur expertise soit davantage mise de l'avant. Autre élément, la question en fait des dimensions représentationnelles, donc comme aujourd'hui par exemple, présentation dans des événements, dans des colloques, les choix de sujets de recherche, les diverses représentations des violences faites aux femmes, donc tout ce qui est idéologie, langage, symbole, etc. Là encore, une des grandes questions, je pense, qui sera importante à se poser, puis qu'on a commencé dans différents milieux, là, on parlait de tragédie dans la présentation, je sais aussi que ça s'est fait avec Céline Bello dans différentes recherches, mais c'est quoi la place des expertes de vécu? Donc, souvent, elles ont une participation qui est active, qui est là, mais jusqu'à quel point elles ont vraiment une incidence sur les orientations, sur les choix de la recherche, de quelle façon on valorise la connaissance qu'elles ont. Donc, je pense qu'il y a encore à continuer à réfléchir puis à voir de quelle façon on va de l'avant dans cette prise de conscience-là collective pour que chacune des expertises, des savoirs, autant ceux des experts de vécu que des universitaires, des groupes de la marge ou des groupes plus établis, aient leur place, que tout le monde finalement trouve sa place là-dedans. Autre élément, je dirais, au niveau qui est important, c'est, en fait, ça va questionner aussi toute la question de l'histoire des luttes et des recherches en violence. Si on déconstruit en quelque sorte les espaces, si on déconstruit les lieux de pouvoir, on va s'ouvrir finalement, ouvrir la porte à des pans d'histoire qui ne sont pas encore mis au jour par rapport aux violences faites aux femmes, qu'on connaît mal, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas eu l'occasion de découvrir ou d'apprendre dans l'histoire qu'on a apprise, qu'on a produite, qu'on a conçue. Donc, ça aussi, je pense que c'est important d'aller de l'avant par rapport à ça. Donc, il me reste quelques minutes encore, 4-5 minutes, je crois. Je vais aller tranquillement dans une petite synthèse. En termes donc de perspective, la question de la représentativité pour nous reste fondamentale dans les compositions d'équipes de recherche, de comités. La question des critères d'embauche, de recrutement qui soient explicites, qui soient formalisés. La question de tenir des statistiques, de faire le point, donc de connaître où on en est par rapport à ces différents éléments-là, avoir une masse critique de femmes de la diversité dans nos équipes, dans nos comités aussi, c'est important. Et je dirais, je parlais un petit peu plus tôt de la question de revisiter les histoires et les luttes. Je pense que ça peut aussi, si on veut innover puis aller un petit peu ailleurs, c'est de dire tous les espaces formels qui existent déjà, comment faire en sorte aussi peut-être de créer des stratégies, des espaces qui n'existent pas.
la non-mixité, par exemple, comme stratégie, qui est pour casser des chaînes de domination, pour libérer la parole, pour faire en sorte que que des femmes qui ne se sentent pas légitimes, qui n'osent pas prendre la parole dans des espaces formalisés où elles ne sentent pas qu'elles ont réellement un pouvoir ou que leur voix est réellement entendue, puissent développer des analyses, des stratégies politiques, que leur identité ne soit pas systématiquement remise en question ou reliée à un élément spécifiquement pour arrêter finalement de dénier les discriminations qui peuvent exister et perdurer dans certains espaces, dans certains milieux. Et donc, évidemment, ça viendrait avec des moyens matériels, des moyens financiers. Donc, comment innover, comment créer des espaces sécuritaires, comment développer des nouvelles stratégies dans les milieux de recherche aussi. Il y a, par exemple, certains comités, tous les rapports de pouvoir aussi entre étudiantes et chercheurs qui existent. Donc, comment prendre conscience de ça, savoir que ça existe, comment déconstruire ça, et comment se créer des espaces pour les étudiantes, pour les femmes racisées, pour des femmes qui vivent différentes réalités oppressantes, finalement, pour que l'aiguille des inégalités puisse bouger un peu dans le milieu de la recherche. En conclusion, je pense que, et là où on est relais dans ces réflexions, c'est vraiment que l'approche intersectionnelle peut contribuer à repenser à la façon de construire la recherche, autant en fait au niveau de la justice sociale et épistémique, donc la capacité à se positionner et à positionner l'ensemble des acteurs et des actrices comme productrices de savoir aussi dans les discours, pour prendre en compte les oppressions, les inégalités sociales, parce que la vie des personnes, des organisations est traversée par des dynamiques sociales. Il faut, entre guillemets, dealer avec la complexité du monde et son impact sur sa propre organisation, son propre groupe. Et je pense qu'il faut accepter que les personnes sont complexes, ont différentes dimensions, donc s'intéresser et réfléchir aux notions de privilège, aux notions d'oppression, aux notions de rapport de pouvoir dans la recherche, dans les différents espaces de pouvoir qu'offre une organisation de recherche. Et donc, pour ouvrir la discussion, je pense qu'il y a des savoirs qui sont mobilisés, qui sont reconnus, mais il reste encore, je pense, du travail en termes de diffusion, de rayonnement, de reconnaissance d'une part de ces savoirs-là et de toute la question de la redistribution du pouvoir et de la richesse dans les différents espaces inhérents là, au milieu universitaire, au milieu de la recherche. Donc, ça pourrait être intéressant là, plus tard de lancer la discussion sur ça. Donc, c'est un peu, je dirais pour conclure, le rôle de relais dans la liaison, de voir comment on peut ouvrir, faire des liens avec des acteurs, des actrices de la société qui s'intéressent aux enjeux de violence, mais qui n'ont pas nécessairement encore toute leur place ou une place pleine et entière dans différents espaces de pouvoir et de réflexion. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Josiane. Donc, passons maintenant à notre quatrième participante, Elena Waldis-Poul. Alors, Elena est candidate au doctorat en sciences politiques à l'Université de Montréal. Elle travaille sous la direction de Pascal Dufour. Elena est membre du chantier sur l'antiféminisme au RECEF. Dans sa thèse de doctorat, Elena s'intéresse aux conséquences en ligne et hors ligne des cyberviolences sur les trajectoires militantes féministes dans une comparaison France-Québec. Ses travaux et publications portent sur les enjeux méthodologiques, l'ethnographie en ligne, la cybersécurité des activistes et l'antiféminisme. Elle a notamment co-dirigé avec Hubert Loiseau l'ouvrage collectif Cyberespace et sciences politiques, de la méthode au terrain, du virtuel au réel, qui a été publié aux presses de l'Université du Québec en 2017. Elena a également publié en 2019 un article dans Recherche féministe qui portait sur les pratiques de non-mixité en communauté féministe en ligne. Et pour terminer, Elena a été récipiendaire d'une bourse Vanier et d'une bourse de la Fondation Trudeau. Donc, Elena, nous t'écoutons. Bon, bonjour, merci tout d'abord de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous
dans ce salon virtuel. Si ça avait été chez moi, je pense que Misha aurait fait du Zoom bombing. On va espérer qu'on ne va pas être la cible de cyberattaque non plus pendant notre présentation. Donc, j'attends juste d'avoir mon PowerPoint à l'écran. Alors, c'est sûr que moi, je n'ai pas la même carrière que mes collègues, là, donc c'est vraiment mes résultats de thèse que vous allez avoir un peu en primaire aujourd'hui. Donc, ça fait plusieurs années que je réfléchis aux cyberviolences et que j'avais fait mon mémoire de recherche sur comment l'usage des médias sociaux pouvait influencer les répertoires d'action collective. J'avais pris le mouvement Occupy à Montréal. Puis entre-temps, j'ai eu des amis qui ont eu des expériences de cyberharcèlement sur des applications de dating en ligne. Donc, j'ai décidé de faire un peu un croisement entre le cyberharcèlement et la sociologie de l'engagement, puis ça a donné un peu le projet de thèse que je vous présente aujourd'hui. Donc, on nous avait demandé un peu de réfléchir au point d'observation de où on se situe. C'est sûr que moi, je suis en sciences politiques, donc je m'intéresse tout d'abord au processus de politisation, au rapport de pouvoir, puis je vais prendre le pouvoir de telle sorte que ça va être vraiment interprété comme une capacité, des façons aussi de faire de la coercition, donc d'obliger certains résultats par différentes formes de tactiques, de stratégies. Donc, c'est sûr que moi, je vais vraiment m'intéresser aux violences dans le cadre d'activités sociales dites militantes. Donc, c'est vraiment du point de vue des activistes. Puis, puisque je m'intéresse aux cyberviolences à l'égard des féministes, donc c'est sûr que ça va être dans le champ de l'antiféminisme. Maintenant, on parlait plutôt du continuum des violences. Donc, moi, je veux beaucoup aussi travailler là-dessus. Que ce soit entre les espaces, donc les espaces en ligne, les espaces hors ligne, parce qu'on voit qu'il y a vraiment une continuité des différentes violences, il va y avoir un déplacement dans les espaces aussi. Donc, la configuration spatiale a vraiment une importance sur le plan des violences. Ça ne sera pas long, j'ai perdu, je ne connais trop pas par cœur, mais en fait aussi, c'est essayer de décentraliser le focus, parce qu'en en sciences politiques, pardon, on se centre beaucoup sur l'État puis le rapport à l'État. Donc, quand on va étudier la répression, ça va être surtout ce qu'on appelle le hard repression. Donc, on a eu dans l'actualité récemment aussi beaucoup d'exemples, la violence policière, les forces armées, etc. Donc, c'est sûr que l'apport des études féministes sur la conception des violences puis des différents types de répression, c'est d'introduire des mobilités de violence qui sont plus de l'ordre du soft repression, comme la silenciation, tourner en ridicule, etc. Donc, c'est sûr que ça me perturbe un peu dans mes différents travaux. Ils vont aussi entre le hard, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la matérialité aussi des rapports en ligne. Vous avez un ordinateur, donc c'est un hardware, donc il y a une matérialité ici aussi. Donc, c'est sûr que quand on s'attaque à des systèmes informatiques, il y a toujours une part qui est liée à la matérialité. Puis la même chose au niveau des effets des violences qui ont des conséquences très réelles sur les personnes, même si elles sont produites en ligne. Donc, je veux juste... puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que oui, Caroline Caron aussi, qui est membre du RECEF, qui étudie beaucoup les cyberviolences, puis qui a montré comment, en fait, c'est un frein à la citoyenneté des femmes. Mais de manière générale, les travaux sur la cyberviolence, c'est surtout les travaux sur la cyberintimidation dans les univers adolescents, l'intimidation à l'école et comment on va utiliser les dispositifs sociotechniques pour faire de la violence, ou dans les relations amoureuses avec la violence conjugale, comment les outils numériques sont utilisés pour faire de la violence. Donc moi, c'est vraiment sortir de cette littérature-là et explorer sur le point de vue des violences contre l'engagement. Donc pour ma méthodologie, j'ai fait une ethnographie en ligne de différentes plateformes pendant plus de 10 mois. J'ai autant observé de manière in situ des espaces féministes et des espaces antiféministes. Donc, c'est sûr qu'en ligne, il y a un nombre incommensurable d'espaces antiféministes. C'est beaucoup plus facile à trouver, en fait, que les espaces féministes. Donc, on va revenir un peu plus loin sur le concept de manosphere, mais qui renvoie à une pluralité d'espaces, en fait, qui ont des discours sexistes, misogynes, puis comme le monde barde aussi, avec l'intersection des haines, puis avec la montée de l'alt-right, mais il y a vraiment, en fait, une reconfiguration des différents espaces puis des différents types de haine contre les féministes et leur positionnalité. J'ai fait des entretiens sur traces aussi, donc les traces, c'est comme des artefacts qu'on va étudier pendant l'ethnographie en ligne. Donc, je suivais plusieurs espaces, je suivais aussi des personnalités en ligne, puis après, dans les entretiens, on revenait sur certaines situations que j'avais pu observer moi-même. Mais il faut dire aussi que la plupart des violences en ligne sont
sont dans les espaces privés, donc ils ne sont pas nécessairement toujours visibles pour les chercheuses. Donc ça, c'est une difficulté de plus que j'avais pendant mon enquête de terrain. Puis ça montre aussi l'importance de trianguler quand on utilise une méthode comme l'ethnographie en ligne. Pour l'échantillon, j'ai pris, en fait, mon seul critère, c'est d'exclure les hommes cisgenres. Donc j'ai des hommes trans, j'avais des personnes non binaires, j'avais aussi beaucoup de femmes aussi cisgenres. C'est sûr que c'est la majorité de mon échantillon, c'est une des limites aussi. Puis j'ai essayé d'avoir la meilleure représentativité possible sur le plan des différentes intersections des oppressions. Mais il reste que souvent, les activistes féministes qui ont les comptes les plus importants sur les médias sociaux, bien, ça reste des femmes privilégiées, donc blanches pour la plupart, avec du capital politique et symbolique assez élevé. Donc ça, c'est sûr que c'était le fait même de mon objet amenait des difficultés de bien représenter les différents rapports de pouvoir. J'ai fait une comparaison France-Québec parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient en France à l'égard des cyberviolences. Il y avait une grande politisation aussi. L'État voulait légiférer aussi avec le rapport à l'anonymat, puis il y a eu des grands scandales avec la Ligue du LOL. Donc, c'était intéressant d'ouvrir un peu sur le plan méthodologique. La difficulté aussi, c'était de reconstituer des espaces nationaux en ligne. Donc, ça, c'était vraiment difficile. C'est une des limites d'ailleurs de ma recherche. Donc, j'ai une épistémologie féministe. Puis, ma recherche, c'est vraiment, ça va mobiliser la littérature sur la sociologie de l'engagement, les études féministes et les Internet Studies. Alors, pour ce qui est de la problématique, ce qu'on voit, il y a un backlash antiféministe qui s'opère depuis les années 90 et même avant. Puis là, on dirait qu'il est en train de prendre une différente dimension. Donc, il y avait l'arrivée aussi de la blogosphère féministe, de plus en plus une grande prégnance, des espaces féministes en ligne. Puis en plus, il y a des processus de polarisation. Il va y avoir aussi de la politisation des trolls, comme on peut dire. Donc, c'est un peu ça, mon puzzle. Puis je vais vraiment chercher à comprendre les conséquences des cyberviolences sur les trajectoires. Donc, je m'intéresse vraiment aux trajectoires, donc au niveau micro. Donc, ma souris ne marche plus. Donc, pour ce qui est de mes résultats, c'est sûr que je vais mobiliser beaucoup les travaux de Mélissa Blais sur les effets de l'antiféminisme sur les mouvements féministes. Elle avait réalisé ça au Québec. Puis elle reprenait la typologie de Zal et Oussim sur les différentes tactiques et stratégies. Donc, il y avait dissuader, persuader, recruter, créer des dommages. Puis Mélissa Blais, elle avait rajouté celle de la neutralisation, donc neutraliser le mouvement. Puis moi, je vais ajouter à ça, en fait, la stratégie, oui, justement, de l'épuisement. Donc, ça serait aussi, les cyberviolences serveraient vraiment une stratégie politique, donc ce serait une arme politique très réfléchie, organisée, structurée, systématisée pour épuiser, en fait, les féministes. Puis par différentes tactiques, des tactiques de cybersurveillance. Donc, Mélissa Blais, elle avait bien montré, en fait, comment la surveillance était centrale dans la tactique de la neutralisation. Mais les outils, en fait, des dispositifs sociotechniques, ça facilite grandement et ça va structurer cette surveillance-là. Puis, on parlait plutôt avec RC de l'humour. En fait, aussi, l'humour va être utilisé dans le trolling pour dépolitiser, en fait, les violences, les banaliser, puis dire « Ah, c'est juste des blagues », alors qu'en fait, ça vise à réaffirmer, réifier un certain ordre politique. Il y a aussi, là, j'ai mis des exemples tirés de l'actualité. Donc, en France, là, en bas, c'est nous, minorité militante, nous élevons contre la censure. Donc, c'est sûr qu'il y a un impact au niveau des algorithmes. Donc, on va parler gouvernementalité algorithmique. Et donc, ça, c'était cette semaine dans Mediapart. Plusieurs collectifs féministes et activistes en France se sont mobilisés parce qu'en fait, elles disent qu'elles sont victimes de censure dans le sens que dès que ça parle de sexualité ou que ça évoque certains rapports de domination, bien, ils vont être silenciés soit par des rapports massifs, donc des raids, ce qu'on appelle. Plusieurs personnes vont faire des signalements en même temps, puis le compte va juste être bloqué pendant quelques heures, quelques jours, voire supprimé, ou par les algorithmes eux-mêmes dans leur construction. Par exemple, c'est impossible de mettre le mot lesbienne sans qu'on ait une censure de son contenu web. Donc ça, c'est sûr que c'est des facteurs à prendre en compte.
sur le plan aussi des cyberviolences, c'est vraiment les personnes aux intersections multiples qui vivent les plus graves types de cyberviolence et les plus intenses aussi en termes de nombre. Donc, c'était surtout, moi, dans mon terrain, c'était surtout les femmes musulmanes, les femmes racisées, les femmes trans et les personnes non-binaires. Il y avait vraiment beaucoup d'islamophobie aussi, là, particulièrement en France, mais c'est sûr que c'est en train de... La configuration, en fait, des champs politiques au Québec est en train de se transformer aussi, et il y a une montée aussi des cyberviolences islamophobes. Puis c'est d'autant plus une double peine pour ce qui est des cyberviolences qui ciblent des personnes à des intersections multiples, parce que c'est souvent dans le registre de la cyberhaine, donc c'est pas seulement la personne qui est visée, mais c'est tout son groupe social aussi, donc ça la fragilise encore plus, et ça a encore des plus graves répercussions, en fait, sur les trajectoires. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que les activistes féministes sont vraiment très conscients du backlash, mais ils n'ont pas nécessairement des pratiques de sécurité en ligne. Donc, ils vont adopter des pratiques de cybersécurité seulement après avoir été la cible de cyberattaques. Donc, ça, c'est sûr que ça serait intéressant d'avoir des projets de recherche sur la littératie numérique, en fait, des personnes les plus visées par les violences en ligne. Mais par contre, il y avait une grande attention aux configurations publiques-privées, aux photos, aux informations disponibles. Donc, c'était moins des pratiques de sécurisation qui demandaient un grand savoir technique. Il y a vraiment beaucoup d'autosurveillance aussi, énormément d'autocensure, de ne pas aborder certains enjeux, de peur d'être victime, en fait, encore une fois, la cible de raids, de campagnes vraiment de cyberviolence et de cyberharcèlement. Il y a aussi beaucoup de cyberharcèlement entre féministes. Et c'est souvent réalisé par des féministes qui sont en situation de domination, donc qui sont dans les groupes dominants à l'encontre de féministes qui sont dans des groupes subalternes. Donc là, j'ai mis rapidement, là, je ne veux pas passer, mais il y a des différences entre la France et le Québec. C'est sûr qu'en France, c'est vraiment plus politisé au niveau des enjeux des cyberviolences. Il y a aussi plus de collectivisation, en fait, de collectifs qui vont se créer par rapport à ces enjeux-là. Donc, le groupe Le Féministe contre le cyberharcèlement qui, en fait, faisait du suivi auprès de victimes de cyberharcèlement. Il y avait le Reset aussi, qui est un hackerspace queer et féministe. Puis il y a aussi une plus grande professionnalisation de l'activisme en ligne, mais ce n'est pas vraiment le but de la présentation d'aujourd'hui, mais on pourrait en parler plus. Puis au Québec, qu'est-ce qui est intéressant, c'est l'impact aussi des différents attentats. Le fait que la loi pour la première fois sur les actes terroristes a été utilisée pour un acte terroriste qui aurait été mené à Toronto par une personne qui se réclamait des incels. Donc c'est sûr qu'au Québec, il y a des impacts de jurisprudence qui vont être intéressants. Ici, c'était une petite cartographie que j'avais fait, en fait, des différents types de cyberviolence que j'ai observées pendant mon enquête de terrain. Donc, toutes celles que j'ai mises là sont vraiment été utilisées contre des féministes. Ça va du hacking au doxing, aux insultes, aux menaces de mort, cibler les proches aussi. Donc, en conclusion, c'est vraiment l'activisme en ligne, c'est pas une forme moins coûteuse d'engagement, parce que souvent on parlait de Slack activisme, mais en fait, il y a une mise en danger qui est vraiment réelle. Il y a des conséquences très concrètes sur les trajectoires. Il va y avoir des pertes d'emploi, des pertes de revenus, des traumas. J'en ai 2 qui ont fait des tentatives de suicide, des vols de données, des vols d'identité aussi. Donc, c'est vraiment très sérieux. Puis, il faut toujours se rappeler qu'il y a un coût différencié de l'exposition. Donc, selon la positionnalité des féministes, les types de violences et les conséquences n'étaient pas les mêmes. Et il faut toujours, en fait, se rappeler qu'il y a toujours un facteur humain en termes de cybersécurité, puis arrêter de voir ça seulement comme des inquiétudes logicielles. Merci. Merci beaucoup, Elena. C'était passionnant. Toutes ces présentations étaient absolument passionnantes et je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Et puis, le fait d'en avoir 4 ensemble, ça nous permet de faire des liens aussi, puis de peut-être voir comment on réfléchit à la violence, dans quels termes, et puis qu'est-ce qu'il y a de commun à vos travaux. Pour ce qui est de la période que nous débutons, la période des échanges, je vais rappeler la consigne. Pour celles d'entre vous qui sont sur la plateforme Zoom, qui souhaitent poser une question ou faire un commentaire à l'une des 4
participantes ou aux 4. Donc, vous devez écrire votre question dans la rubrique questions-réponses de Zoom et Véronica va lire les questions 3 par 3. Et là, on donnera donc un temps de réponse aux participantes. Mais pour débuter tout ça, je voudrais peut-être vous permettre de vous répondre mutuellement ou de commenter ce que vous avez entendu des autres panélistes. Est-ce qu'il y en a parmi vous donc, qui souhaiteraient peut-être réagir à chaud à ce que vous avez entendu ce soir? Est-ce que vous êtes interpellé? Est-ce que vous voyez une sorte de connivence des perspectives? Est-ce que, qu'on soit en histoire de l'art ou qu'on soit sur le terrain, on partage donc une vision de la violence, une vision des enjeux? Est-ce que, donc, il y a des éléments aussi dans la réception de ce que vous faites dans vos travaux ou dans vos interventions? Est-ce que vous diriez que on est à un moment intéressant pour ça ou au contraire, on est dans un moment critique où les choses sont en train de se désagréger, de se déconstruire? J'aimerais ça peut-être vous entendre là-dessus un peu. Je ne sais pas si vous avez... Bien, en fait, la première chose qui me vient à l'esprit lorsque tu nous demandes, Chantal, est-ce qu'il y a quelque chose qui traverse, en fait, les présentations? La première chose qui me vient en tête, c'est le processus de normalisation. J'en ai parlé un peu, mais en fait, et en contrepartie, tous les impacts ou toutes les conséquences que peut avoir les violences, aussi celles qui sont banalisées. Donc, c'est vraiment une chose qui me traverse d'abord la réflexion. Puis, bien, je vais laisser, en fait, peut-être répondre à cette première question-là. Puis après, moi, j'ai beaucoup appris aussi, là, donc j'ai des questions. Ça a piqué ma curiosité, assurément, mais la première chose qui me vient, c'est ce que je viens de nommer. Moi, je vais continuer. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant des deux présentations, celle sur l'histoire de l'art et celle sur les cyberviolences, en fait, on est dans deux... On pourrait penser qu'on est dans deux mondes, dans deux univers, dans deux moments très, très distincts, mais peut-être j'aimerais vous entendre sur, en fait, ce sont des formes, des manifestations de la violence qui sont distinctes, mais de quelle façon, est-ce que, en fait, la cyberviolence est considérée comme une autre forme de violence ou c'est la manifestation, le véhicule seulement qui est différent, ou on est en train d'assister à la naissance d'une autre forme de violence? Et peut-être pour aller plus loin, mais avec la pandémie depuis 1 an, il est peut-être trop tôt déjà pour avoir fait ces recherches-là, mais est-ce qu'on voit des changements dans la forme ou dans la façon dont la violence prend forme, puisqu'on est tout le temps devant nos écrans, puisque l'espace militant, c'est complètement focalisé sur le virtuel. Donc, de quelle façon est-ce que ça fait déjà partie des préoccupations puis des champs de recherche qui sont en train d'émerger? Et peut-être c'est ça par rapport à Ersi, sur l'histoire de l'art, quelle continuité ou de quelle façon la violence finalement évolue selon leur manifestation, les lieux dans lesquels elles prennent forme, que ce soit virtuellement ou dans une œuvre artistique. Mais finalement, est-ce que la différence est si grande que ça dans la compréhension qu'on a de ce que ça signifie là, pour la société? Voilà. Elena, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui. En fait, moi, ce que je trouve transcendant dans chacune de nos interventions, en fait, c'est un peu à notre manière, dans différentes disciplines, avec différents outils, avec différentes littératures aussi, on va vraiment rechercher les significations, en fait, des violences. Puis il y a tous des enjeux de performance, de performativité de ces violences-là. Puis ensuite, on va s'intéresser, en fait, aux pratiques d'intervention, puis à l'évaluation des impacts, autant des pratiques d'intervention que l'impact des violences sur les trajectoires, les récits, puis d'autres significations aussi émergentes. Oui. Merci beaucoup, Elena. En fait, on pourrait prendre plus de temps, mais on n'en a pas tant que ça pour vous redonner encore une fois la parole. Mais je pense qu'il est temps de donner la parole aux personnes donc, qui ont assisté à vos présentations.
Alors, comme je l'ai expliqué en début de séance, on doit malheureusement vous demander d'écrire vos questions. En fait, je dis malheureusement, bon, c'est une nouvelle façon de faire les choses, mais ça vient avec le format Zoom qu'on a adopté pour l'événement. Alors, donc, vous êtes invité à écrire votre question dans le question-réponse du Zoom. Et je comprends que notre animatrice qui est présente à la chaufferie, qui est Véronica, donc, a le mandat de lire les questions que nous recevons. Alors, Véronica, est-ce que tu passes à l'action? Oui, oui, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Oui. à toutes Moi, et merci. moi, j'entends, en tout cas. Donc, j'ai deux autres commentaires. Donc, tout d'abord, Caroline Caron, que je vais lire. Donc, c'est un commentaire plutôt qu'une question. Un grand merci pour ces excellentes présentations. J'aimerais insister sur le besoin de mener davantage de recherches sur les cyberviolences, car ces violences ne sont pas encore suffisamment prises au sérieux, ni bien documentées au Québec et dans l'espace francophone. Nous avons également besoin de travaux ciblant des groupes qui sont plus à risque, comme les femmes exerçant un métier de la communication publique, les militantes féministes, les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre et les femmes racisées. J'ai beaucoup apprécié les réflexions sur le besoin de repenser la composition des équipes de recherche. Je crois que c'est une question très importante qui mérite d'être approfondie. Donc, je vais tout de suite poursuivre. En fait, finalement, je crois que tout le monde s'est déjà aîné. Il y a plein de questions, donc je vais y aller avec une autre question de Francine Descaries qui nous écrit « J'aimerais entendre les panélistes sur l'impact de la normalisation des pratiques de violence sur leur capacité à définir le continuum des violences. » Et je vais finalement y aller avec Mélanie Millette qui nous écrit « Merci pour les présentations. J'aimerais entendre les conférencières sur leur stratégie de CARE. Travailler sur les violences envers les femmes comporte différentes difficultés, notamment pour la chercheuse et son équipe. Quelles sont leurs manières de faire pour prendre soin de leur morale et de leur santé mentale? » Pardon, les questions défilent devant moi. Spécialement dans les phases de la recherche où elles sont en contact avec des propos violents ou des images violentes. Je vais m'arrêter là. Je pourrais rebondir, si vous permettez, sur la dernière question qui est vraiment fondamentale, en fait. À la chaire, en fait, la première webconférence qu'on a fait de toute notre programmation pour la première année a été vraiment sur cette thématique-là. Donc, comment prendre soin de soi à travers le travail qu'on fait, donc pour limiter l'impact, en fait. Et je vous mets en contexte, donc avec SIMU, on a eu plus de 2000 récits de personnes qui avaient subi de la violence sexuelle en milieu universitaire. Et bien sûr, après, nous, il faut analyser ça. Et dans le fond, c'est beaucoup, là, 2000 récits, c'est dans notre milieu, c'est dans les universités, c'est... même s'il n'y a pas de nom, c'est des propos qui peuvent nous rejoindre personnellement, qui assurément nous rejoignent personnellement. Donc, dans l'équipe, on avait établi différentes stratégies. Donc, les étudiantes, plutôt que de travailler seules, elles sont combinées. Donc, elles sont deux ensemble. J'avais aussi explicitement mentionné aux étudiantes, poser des questions régulièrement sur est-ce que ça va, est-ce que tu sens de l'impact, est-ce qu'il y a certains symptômes, parce qu'on connaît les symptômes lorsque on peut avoir une surexposition qui a un certain impact. Donc, c'est vraiment d'ouvrir le dialogue. En fait, je le résumerai comme ça, c'est d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir aussi cette possibilité-là, de dire aux étudiantes, c'est aux étudiantes ou aux personnes là, qui vont les analyser, qui vont être exposées, de normaliser, de dire c'est OK, c'est correct, et si tu ressens ça, voici les symptômes, et si tu ressens ça, arrête, tu sais, arrête, tu sais, comme prends une pause, arrête, fais un horaire aussi qui est en conséquence. Donc, c'est vraiment, je pense, et je me rappelle très bien les étudiantes là, qui étaient là à ce moment-là. Un était très étonné que j'ouvre cette discussion-là. Donc, et pour moi, ça allait de soi.
Donc, juste d'ouvrir le dialogue et de s'entendre sur des moyens, puis de dire c'est correct, parce que souvent, les étudiantes qu'on embauche, hein, on leur demande de performer pour rendre des analyses dans un temps X. Tu sais, on a plein de contraintes. Donc, de se permettre, en fait, d'avoir ces espaces-là pour s'oxygéner puis respirer à travers ça. Donc, voilà. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres personnes du panel qui voudraient parler donc de cette question-là, comment prendre soin de soi quand on est donc exposé à la violence, quand on travaille sur la violence, quand on fait de la recherche sur la violence? Je peux continuer un peu. Josiane? Oui. Un peu comme Manon le mentionne, à Tragédie, comme agente de liaison, je n'étais pas exposée directement là, en train de faire les verbatim, mais les assistantes de recherche, les chercheurs qui travaillaient sur le contenu et qui développaient les récits de vie aussi, s'étaient trouvé des stratégies, se donnaient des moments puis des espaces qui étaient réservés exclusivement à ça pour sortir justement de la commande ou de la production de connaissances puis dire on va prendre le temps de prendre soin de nous. Il y avait des moments où si l'étudiante ou la chercheure était en même temps sur 4, 5, 6 dossiers ou recherches, on se disait peut-être qu'elle pourrait prendre une pause. L'équilibre avec le reste de ses dossiers professionnels, l'équilibre avec sa vie personnelle, si une étudiante était dans un moment un petit peu plus difficile au niveau personnel, on se disait peut-être qu'on va essayer de rééquilibrer puis offrir d'autres tâches. Donc, il y avait toute cette communauté ou cet espace sécuritaire-là que se sont créés les étudiantes avec les chercheuses au moment d'analyser les récits de vie là, de certaines recherches dans Tragédie. Puis, elles étaient appuyées. Donc, je pense que oui, la solidarité était super importante. L'écoute, prendre soin, prendre le temps de sortir un peu de la productivité néolibérale qu'on exige souvent. Donc voilà, oui. C'est aussi des réflexes. Je pourrais rebondir aussi avec la question de Josiane aussi sur la spécificité en fait des cyberviolences. C'est sûr que c'est pas des nouvelles violences en elles-mêmes. Ça fait juste reproduire aussi des violences qui ont lieu en présentiel, le mot que tout le monde déteste en ce moment, donc dans les espaces hors ligne. Mais c'est sûr qu'il y a certaines spécificités, mais il ne faut pas les exagérer non plus. Donc c'est sûr qu'il y a une contraction du temps et de l'espace, donc le temps instantané, donc ça rend... c'est beaucoup plus facile d'avoir accès aux personnes pour leur infliger des violences. Le coût aussi de la déconnexion, donc sortir du web social, sortir des réseaux, ça a un coût pour ça aussi en termes de monétisation. Donc c'est sûr qu'il y a certaines spécificités aux cyberviolences, mais il ne faut pas les exagérer puis avoir une vision trop utopique aussi des différents types de violences, mais c'est sûr que ça augmente le spectre puis les conséquences, en fait. Parce qu'il y a aussi tout l'aspect de, avec une seule violence, avoir beaucoup plus de victimes en même temps, avec les capacités, en fait, puis l'interconnexion. Donc, ça, c'est sûr que ça a bien joué sur les différents continuums. OK, merci. Alors, juste vous donner une idée de l'heure. Alors, on est 6h35, donc on a encore 2 questions. On va les prendre. Et puis après ça, comme nous sommes sous le régime du couvre-feu, qui est une certaine forme de violence, on peut dire, et qu'il y a des personnes qui doivent rentrer chez elles, on terminera donc après avoir pris ces 2 dernières questions. Alors, Véronica, est-ce que tu veux nous lire les 2 dernières questions qui sont sur le QR? Bien sûr. Donc, tout d'abord, une question d'Alexandra Pierre, qui est la suivante. Sur les cyberviolences, quelles pistes pour les combattre compte tenu de l'analyse que vous faites du pouvoir de l'État dans ces espaces? Quelles stratégies, compte tenu aussi que ce sont les femmes racisées, trans et non-binaires qui sont touchées? Ensuite, et la dernière question de Caroline Caron, de nouveau. Donc, si je peux me permettre une question, ce serait pour Manon. Elle a parlé de fausses croyances qui reviennent et de nouvelles croyances au sujet des violences sexuelles. J'aimerais en savoir plus sur ce mélange d'anciens et de nouveaux. Merci. Alors, qui veut prendre la parole? Est-ce que, Manon, comme tu as une question qui t'a été adressée directement, tu veux répondre? Et puis, on peut laisser
aux autres le temps de réfléchir peut-être à la question d'Alexandra qui porte sur donc la question de la racisation, de certaines formes de violence. Oui, je peux amener quelques éléments avec plaisir. Donc, ça dépend de quel point de vue on se place, c'est-à-dire quelque chose qui est nouveau pour une personne est très ancien pour une autre. Alors, le terme que j'ai utilisé, les nouveaux et les anciennes, les nouvelles et les anciennes, en fait, si je me replace dans le cadre des violences sexuelles en milieu universitaire ou en milieu d'enseignement supérieur, je pense que ce qui est nouveau, entre guillemets, c'est en raison de la loi et des politiques qui sont maintenant en vigueur et donc du traitement et de l'application de la politique qui doit avoir, qui est en vigueur depuis 2019. Ça l'a importé, si on veut, des croyances, en fait, qui, par exemple, étaient plutôt au niveau de la justice, au niveau criminel. Je vais nommer juste un exemple ici, c'est toutes les croyances qui sont reliées aux bonnes victimes, à la bonne victime. Donc, celle qui dénonce, celle qui est crédible, celle qui a pas de... Donc, une personne qui le fait, c'est pour se venger. Donc, c'est toutes des choses qu'on a entendues ailleurs. Là. Il n'y a rien de nouveau, mais c'est importé dans le milieu d'enseignement supérieur. Donc, je pense qu'on a là des croyances qui font un clivage entre l'image de ce qu'on se fait, de ce que l'institution entend par ce que ça devrait être une bonne victime qui réagit correctement, qui fait les choses correctement, qui ne fait pas de vagues, qui ne se met pas trop en colère. Donc, alors, c'est plus dans ce sens-là, quand je disais importer, c'est nouveau, c'est plus importé maintenant dans le milieu d'enseignement supérieur, ce type d'idée-là, parce que à travers le processus, notamment de signalement, et pas nécessairement de plainte, là, mais de signalement, il y a des croyances comme ça là, qui sont importées. D'accord. Je vais juste relire la question d'Alexandra, donc, qui nous parlait des cyberviolences et elle disait, bon, sur les cyberviolences, quelles pistes pour les combattre compte tenu de l'analyse que vous faites du pouvoir de l'État dans ces espaces? Quelle stratégie compte tenu du fait que ce sont des femmes racisées, trans et non-binaires qui sont touchées? Alors, qui aimerait répondre à la question ou commentaire d'Alexandra? Alors, Elena? Oui, pardon. OK. J'ai trollé le truc, on dit. Donc, c'est sûr que dans mes travaux, je prends différents espaces, donc la France puis le Québec, puis les approches ne sont pas les mêmes parce que les contextes sont différenciés. Donc, c'est sûr qu'en France, bon, c'est le républicanisme, puis une intervention très marquée de l'État, en fait, pour légiférer sur les différentes modalités d'expression en ligne, puis notamment celle sur l'anonymat, mais ça visait ensuite, après, certains groupes spécifiques qui étaient les personnes justement racisées, ceux qui avaient encore d'autant plus de conséquences. Donc, c'est des lois avec des conséquences racistes parce que dans leur construction, il y avait une volonté aussi de réaffirmation. Et puis au Québec, ça avait beaucoup plus le recours aux tribunaux. Donc, il y a eu justement un arrêt de la Cour avec une poursuite, justement avec des incidents qui ont visé des membres du RECEF. Donc, c'est sûr que ça fait une différence. Donc, ce n'est pas nécessairement les mêmes moyens politiques qui sont utilisés. Puis, c'est difficile un peu de comparer parce qu'au Québec, il y a les chartes, donc ça, c'est sûr que ça a une incidence. Mais le droit criminel, c'est une compétence fédérale. Donc, c'est sûr que pour les actions, c'est beaucoup de sensibilisation. Puis, ce serait aussi davantage d'outils, en fait, les groupes qui sont les plus visés avec justement des hackerspaces queer, féministes, intersectionnels qui pourraient donner plus de pratiques de care entre personnes puis donner des outils technologiques pour essayer de colmater en fait les brèches. C'est une question très large, je pense que ça mériterait une autre tête. Bon, alors sur le thème de la cyberviolence, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Est-ce que vous voulez avoir peut-être quelques mots de conclusion? Oui, mais je peux en prendre le micro. En fait,
juste remercier ma collègue Alexandra qui vient de poser la question. J'ai oublié de le faire au début de ma présentation, mais on l'a réfléchi ensemble, la présentation. C'est inspiré aussi de ses commentaires, de ses réflexions. Donc, à Relais, on essaie souvent de travailler en diade. Donc, je pense que c'est important de reconnaître son apport là, dans ces réflexions-là. Je pense que par rapport aux prochaines années dans la recherche en violence faite aux femmes, il y a énormément de défis à relever, je trouve, en termes de gouvernance, en termes de diversité, en termes de déconstruction des rapports de pouvoir dans le milieu de la recherche, mais comme qui est le reflet de la société. Et je pense que juste de prendre le temps de se poser les questions, c'est un premier pas, mais ce serait intéressant de voir comment, après ça, on peut transformer ça en action, peut être vraiment proactive là-dedans comme groupe, comme regroupement et tout ça. Donc, c'est un peu ce vers quoi là, Relais tend à aller dans les prochaines années. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et la tribune aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole pour un petit mot de la fin, un petit mot de conclusion? Où on a déjà conclu. Alors, écoutez, bon, je vois personne qui se manifeste. J'espère vous interpréter correctement et ne pas vous faire violence. Bon, ben, vraiment, c'est formidable. On a réussi. Alors, il y avait un enjeu technique qui était quand même assez important là, pour l'événement d'aujourd'hui. Donc, vous nous voyez soulagés de voir que ça a fonctionné, que ça a bien fonctionné. Merci à tout le monde d'avoir, merci aux participantes, merci à toute l'équipe, merci au soutien technique. Merci à Francine, merci à vous, membres du RECEF, qui avez donc assisté à notre événement, qui lui avait donné le rayonnement qu'on souhaitait. Et je pense que c'est une excellente introduction pour notre AG de demain. Et je pense que ça traduit bien l'importance que le RECEF veut donner aussi au thème de la violence. On a déjà un pôle violence et pour nous, le fait qu'il y ait une masse critique de personnes qui travaillent sur la violence et toutes ces ramifications et tout bon, en fait, tout ce que ça peut signifier, c'est pour nous quelque chose qu'on veut soutenir, qu'on veut continuer de soutenir. Et puis, donc, on est très contente, on est très fiers du panel qu'on a eu avec vous aujourd'hui. Alors, sur ces belles paroles, donc, à celles qui doivent rentrer, bonne soirée. Et puis, les autres et tout le monde, en fait, on se voit demain. Alors, voilà. Merci encore et à demain. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci encore.